Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de votre participation à ce 4e webinaire organisé par le Centre d'excellence iMind que nous avons pensé spécialement pour marquer la 2e journée nationale de sensibilisation aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité qui aura lieu ce dimanche. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir 2 invités qui vont discuter ensemble de l'évolution du TDAH à différents stades de la vie et des répercussions que cela peut avoir sur la personne, sur le diagnostic et sur la prise en charge. Nous allons donner successivement la parole aujourd'hui, tout d'abord à Lucille Herzog, qui est designer et qui est personne concernée, diagnostiquée TDAH à l'âge adulte, et qui est autrice d'un site qui s'appelle TDAH âge adulte. Elle interviendra à 2 voix avec le docteur Élodie Zonte, qui est chef de clinique au pôle hospitalo-universitaire A10 au centre hospitalier Le Vinatier. Tout d'abord, bonjour. Je vais laisser la parole à Lucille qui va commencer la présentation. Donc moi, je suis Élodie Zonte, je suis chef de clinique sur A10. Bonjour, je suis Lucille Herzog, donc UX designer et autrice du site TDAH âge adulte. Alors, le TDAH en bref. Alors, le TDAH, selon le DSM-5, qui est notre référentiel au niveau de la psychiatrie, il va associer à la fois des symptômes d'inattention et des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Sur la dernière version du DSM, ils ont regroupé les symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité parce qu'en fait, en vrai, ils se confondent souvent et ils sont très en lien. Le TDAH, il concerne 5,9% de la population pédiatrique environ, et chez l'adulte, les personnes qui vont présenter tous les critères diagnostiques du TDAH, ça va représenter environ 2,8% de la population adulte. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 50% des personnes qui ne rentrent plus dans l'ensemble des critères du TDAH, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont complètement sans symptômes de TDAH, parce qu'en effet, 90% des adultes vont garder des symptômes de TDAH qui vont impacter leur quotidien. Le TDAH, c'est un long parcours pour arriver jusqu'à la prise en charge aujourd'hui. Les premières descriptions, elles datent d'il y a plus de 2 siècles. Entre deux, on a eu la découverte du méthylphénidate dans les années 1950. Après, il a été indiqué pour les troubles du comportement de l'enfant et au fur et à mesure, on voit qu'il y a eu une évolution avec l'accord de l'usage du méthylphénidate dans le TDAH progressivement à la fin des années 90. Les années 2000, il a été autorisé aussi de le prescrire avec une longue durée d'action, ce qui va considérablement impacter le confort des patients concernés. Donc ça, c'est une grosse évolution. Et puis l'entrée du DSM-5 qui va reculer le début de l'âge des symptômes à 12 ans, ce qui permet aussi un diagnostic plus aisé et de permettre de bien diagnostiquer toute la population. Et là, tout dernièrement, en janvier 2022, en France, on a obtenu l'AMM et le remboursement du méthylphénidate chez l'adulte, ce qui est une avancée très importante. Alors, vous ne perdez pas en schéma. Alors, c'était vraiment pour retenir l'idée, le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc il y a une forte héritabilité. Après, c'est multifactoriel. Ça va dépendre aussi de l'environnement de l'individu. Il y a énormément de facteurs et vous allez voir, ça évolue différemment durant l'âge, en fait. Il va y avoir des symptômes qui sont aussi en lien avec les changements de l'individu et de son environnement. Vous pourrez regarder le diapo après. Alors nous, on voulait vraiment insister sur le fait que le TDAH, c'est un trouble qui touche essentiellement les fonctions exécutives. Elles sont au centre du TDAH, comme dans beaucoup de maladies ou de troubles psychiatriques. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tous les symptômes du TDAH, vous allez les retrouver sur ce modèle. Donc il y a des difficultés dans les fonctions exécutives, et si vous voulez, les fonctions exécutives, c'est un peu le chef d'orchestre de votre cerveau. Donc ça va vous servir à vous organiser, à bien rester focus sur votre tâche,
à réguler votre vigilance, la vitesse de votre traitement, gérer aussi les frustrations, la gestion des émotions, utiliser la mémoire de travail, notamment pour des doubles tâches, des choses où il faut faire des switches, monitorer et autoréguler les choses, c'est-à-dire se mettre à jour, se réactualiser. Et selon les personnes, ça va être plus ou moins impacté dans certains domaines. Donc, on va vraiment voir cette symptomatologie-là évoluer avec le temps. Donc, ce TDAH, il va fortement impacter la qualité de vie. Donc, en fait, il va avoir un cercle vicieux qui a tendance à se mettre en place avec une personne qui a un TDAH qui va mettre en place des stratégies qui sont, entre guillemets, inadaptées à son fonctionnement. Elle va, du coup, avoir des pensées dévalorisantes, comme quoi elle ne va pas y arriver, elle n'y arrive pas. Elle va aussi se mettre dans des croyances dysfonctionnelles sur elle-même qui vont aussi augmenter son niveau de stress, à faire favoriser l'apparition de symptômes dépressifs, d'une mauvaise estime de soi et du coup aussi impacter négativement la qualité de vie. Donc il y a une forte corrélation négative entre la qualité de vie et l'intensité des symptômes du TDAH. Donc ça a été montré dans les études. Après, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à l'âge adulte, les hauts niveaux d'hyperactivité et impulsivité, ils sont paradoxalement associés à de meilleurs niveaux de qualité de vie. Donc en fait, c'est parce qu'il y a aussi des points forts avec le TDAH, donc c'est pas ce qui est souvent mis en avant, mais les TDAH sont souvent un petit peu plus créatifs. L'hyperactivité et l'impulsivité peuvent aussi être des atouts dans certains domaines quand ils sont bien contrôlés. Alors, je vais laisser Lucille faire son témoignage. À chaque fois, elle va rapporter en fait comment ça se passait pour elle. Et moi, je vais reprendre un peu les caractéristiques de cette période de vie dans le TDAH. Voilà, donc dans l'enfance, pour moi, l'inattention, ça s'exprimait d'une certaine façon. Donc, je n'ai pas parlé avant 3-4 ans. Lorsqu'on m'appelait par mon prénom, je n'y répondais pas et ça a pu causer des anecdotes assez troublantes pour mes parents qui me cherchaient, m'appelaient. Et en fait, moi, juste, j'étais dans mon monde et je répondais pas. Et des difficultés à écouter en petite classe. En termes d'impulsivité, c'était surtout grimper beaucoup sur les meubles. Et du coup, j'avais des blessures fréquentes et beaucoup de bleus au point que mon institutrice pensait que j'étais carrément une enfant battue, ce qui n'était absolument pas le cas, c'était juste, on va dire, de l'impulsivité. Et j'avais des comportements inadaptés en termes de désinhibition quand j'étais enfant, et j'embêtais beaucoup les autres, ce qui fait que j'étais pas mal rejetée. Et en termes d'hyperactivité, donc j'avais une agitation physique qui était très très présente. J'étais incapable de faire des siestes et je n'arrivais pas à m'endormir le soir. Et en classe, surtout en primaire, j'avais des difficultés à rester assise en classe, donc on me mettait au fond de la classe pour pas que je dérange. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec le témoignage de Lucille, c'est que on voit bien que c'est pas forcément en adéquation avec les clichés un peu qu'on a du TDAH pour quelqu'un qui connaît pas bien la symptomatologie. C'est vrai que chez les femmes, souvent, les symptômes peuvent être moins voyants, plus atténués, plus centrés sur des symptômes d'inattention, enfin en tout cas plus internalisés. Alors, le TDAH dans l'enfance, comme je vous avais dit, c'est 5,9% de la population pédiatrique environ. Les symptômes, ils peuvent apparaître surtout le plus évident vers l'âge de 7 ans, c'est l'entrée en primaire qui va souvent questionner les parents, les professeurs sur des difficultés scolaires. Après, ça peut aussi se manifester avant 7 ans, notamment avec les difficultés à gérer les frustrations, les habilités socio-émotionnelles, des difficultés en lien avec plutôt des problématiques de comportement ou de sommeil, ou les deux. Et en fait, avant 5 ans, on ne va pas poser le diagnostic, mais on peut trouver des troubles qui peuvent faire évoquer un TDAH, notamment des difficultés dans le développement psychomoteur. Il peut y avoir des petits symptômes qui doivent faire consulter. Voilà. À l'adolescence, donc je laisse Lucille témoigner. Donc à l'adolescence, au niveau de l'inattention, c'était de la difficulté à suivre les conversations, les cours. J'avais aussi donc une maladresse constante parce que inattentive. Et ce que j'appelle une organisation externalisée, c'est-à-dire que c'était mes parents qui s'occupaient de tout, même du choix de mes vêtements, même à l'adolescence. En termes d'impulsivité, donc c'était du travail scolaire complètement bâclé, des codes sociaux qui étaient absolument pas maîtrisés, ce qui fait que j'étais rejetée par les autres. Et j'avais tendance à me jeter sur les murs et au sol pour m'amuser de façon extrêmement impulsive, ce qui peut paraître un peu bizarre pour les autres.
En termes d'hyperactivité, c'était plus cérébral, c'est une pensée incessante. Et l'endormissement toujours extrêmement problématique, avec une addiction aux écrans où je me levais la nuit en fait pour jouer toute la nuit sur l'ordinateur. Voilà. Alors en fait, c'était intéressant son témoignage de Lucille parce qu'en fait, elle a pu parler voilà, à la fois des difficultés scolaires, mais aussi des difficultés qu'elle avait notamment avec la gestion des écrans. C'est vrai que ça, c'est plus une problématique d'ado. Dans l'enfance, ça peut aussi apparaître, hein, mais c'est vrai que pour les adolescents, c'est souvent beaucoup plus important, notamment maintenant avec les téléphones, les applications. Déjà, pour les personnes qui n'ont pas de TDAH, ça peut être source de distraction importante. C'est aussi l'adolescence, le moment où on est à risque de découvrir les toxiques. Alors, je ne l'ai pas marqué sur la diaporama, mais c'est vrai que ces patients avec un TDAH, ces adolescents, ils ont plus de risques en fait de tenter d'expérimenter des toxiques et des fois de continuer à en consommer de manière plus importante. Ça va être notamment des adolescents qui peuvent être, par leur impulsivité, plus à risque de binge drinking ou de consommation donc très importante sur un temps très court. Ce qui est intéressant aussi chez cette population, c'est que quand ils ont un traitement, c'est le moment où ils ont le plus tendance à vouloir l'arrêter parce que c'est l'adolescence, ils se posent des questions sur l'intérêt d'un traitement, ils n'ont pas envie de prendre un médicament, ils veulent être comme les autres, c'est stigmatisant. Donc, c'est aussi l'époque où, en fait, les 15-21 ans, donc c'est la transition vers l'âge adulte, où il y a une transition aussi des fois de professionnels qui accompagnent le jeune. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir aussi en tête, que c'est une population, en plus, c'est un peu ce qui va jouer l'orientation future. Donc, c'est vraiment une période charnière qui est intéressante et importante. Alors, à l'âge adulte. Oui, à l'âge adulte, en termes d'inattention, donc c'était surtout avant la médication, une mémoire à court terme qui était handicapante, surtout dans le travail, des maladresses constantes, encore une fois, et des difficultés à suivre les conversations, ce qui me pose encore problème aujourd'hui. De l'impulsivité, donc dans les échanges sociaux, j'ai l'impulsivité assez peu adaptée au contexte. Encore en licence, je grimpais sur les tables parce que ça m'amusait. Et au niveau master, il m'arrivait d'interrompre les présentations orales des autres, ce qui devait être assez agaçant. Mais voilà, c'était de l'impulsivité, je ne pouvais pas m'en empêcher. En termes d'hyperactivité, donc alternativement, je peux être surexcitée physiquement et apathique dans une même journée. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que en fait, je cours d'une pièce à l'autre dans mon appartement, déjà parce que j'ai besoin de bouger, et aussi par inattention, parce que comme ma mémoire à court terme est très courte, du coup, c'est pour ne pas oublier ce que j'étais en train de faire, ça va plus vite, quoi. Voilà. Voilà. Et donc, l'âge adulte, c'est un moment aussi, comme dit Lucille, c'était les études supérieures. Donc, on n'a pas fait une diapo spécifique, mais en fait, c'est un moment en fait, aussi où on va avoir d'autres troubles, ou d'autres difficultés, d'autres symptômes qui peuvent apparaître aussi en lien avec la prise d'autonomie, l'augmentation des responsabilités, que ça soit professionnel, je ne sais pas, l'entretien d'une maison, s'occuper des enfants. Et donc, c'est vrai que l'expression va changer aussi, elle va être teintée des différents changements dans l'environnement de la personne. Après, on s'était intéressé, alors là, c'est moi qui présente d'abord cette population-là avant, parce que le TDAH de la personne âgée. Alors, on a dit personne âgée de plus de 50 ans, parce que c'est vrai que beaucoup d'études s'intéressent à plus de 50 ans, plus de 60 ans. On est d'accord que la photo est quand même un peu trompeuse. Et en fait, du coup, Lucille n'a pas encore pu témoigner de comment ça sera quand elle sera plus âgée. Mais nous, on a essayé de reprendre un petit peu les choses. Elle pourra vous faire une petite projection en imaginant ce que ça pourrait être à cet âge-là sans traitement. Donc, chez les plus de 50 ans, c'est une population en fait qui est sous-diagnostiquée en termes de TDAH parce que c'est un peu comme l'autisme, les troubles du neurodéveloppement sont beaucoup diagnostiqués maintenant chez les enfants et chez les jeunes. Par contre, c'est vrai que plus on est âgé, moins on a eu de coups de dépistage et plus on a pu passer entre les mailles du filet. Malgré tout, c'est une population qui peut avoir de réels bénéfices à être diagnostiquée parce que ça peut ressembler à un début de démence. Alors, c'est vrai que chez les personnes un petit peu plus âgées, alors je dirais plutôt 70 ans, 80 ans, des fois, les symptômes de TDAH, ils vont venir ils vont devenir évidents alors que la personne, elle va présenter une dépression ou elle va présenter des choses. Et en fait, en creusant, vous allez voir, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des symptômes qui soient présents depuis très, très longtemps. Alors là, explorer l'enfance, ça devient compliqué des fois. Et ça concernerait jusqu'à plus de 2% des personnes de plus de 50 ans. Donc, ça ne veut
pas forcément dire des fois qu'ils auraient besoin d'un traitement, mais il y a aussi l'idée de les accompagner de manière adaptée et surtout ne pas diagnostiquer un début de démence. Enfin, voilà. Et donc, il y a relativement peu d'études sur cette population, hein. C'est des troubles où on a surtout des études chez les adultes, en fait, et les enfants. Donc, je laisse Lucille faire sa projection dans l'avenir. En fait, c'était la projection qu'on Oui, avait ensemble. imaginée ensemble. En termes d'inattention, on pourrait penser à des oublis fréquents, des répétitions de choses déjà dites, même si les personnes âgées sont quand même plus à répéter des choses qu'ils ont déjà dites. Là, ça serait un peu plus prononcé. Des pertes d'objets, des erreurs dans les dates, les horaires de rendez-vous. En termes d'impulsivité, ce serait encore des échanges sociaux peu adaptés, des appels téléphoniques très répétés aux proches et un manque de prudence, comme voilà, monter sur un tabouret pour faire le ménage, avec une mauvaise appréciation des risques. En termes d'hyperactivité, donc ce seraient des personnes ce qu'on a imaginé moulin à parole, qui laissent peu de place à leur interlocuteur, constamment en action et qui n'arrivent pas à se reposer, même s'ils en ont besoin, et faire de multiples demandes à l'entourage. Voilà, donc on avait imaginé un petit peu cette simulation. Alors en fait là c'était vraiment une diapo, alors c'est pas la peine de regarder dans le détail, on voyait des trajectoires en fait de personnes avec un TDAH et donc on voit que sur cette publication ils ont identifié sur un grand nombre de patients en fait des trajectoires qui sont suivies par un groupe de patients. Et donc là vous voyez en fait c'est vraiment l'âge où il y a la transition entre l'enfance, l'adolescence et le début de l'âge adulte et on voit qu'il y a une grosse variation en fait de l'inattention et de l'hyperactivité impulsive. Donc, on a parlé de triade là avec Lucille, comme en fait spontanément on s'était projeté sur une triade, mais vous allez voir en fait les symptômes là dont elle a parlé, il y en a certains qui rentrent à la fois dans l'impulsivité et dans l'hyperactivité. C'est pour ça aussi que la classe elle a été réunie. Donc voilà, donc on peut voir que selon la personne, ça peut beaucoup changer l'évolution. Alors, Lucille va nous présenter les facteurs environnementaux en lien avec son TDAH. Alors, c'est simplement pour dire ce qui a pu influencer en négatif, on va dire, mon TDAH. Donc, c'est tout ce qui est changement de repère, changement d'école, aller dans un nouveau lieu, partager sa vie avec quelqu'un, ça peut être compliqué. Tout ce qui est nouveauté dans les apprentissages, les rencontres ou les imprévus qui peuvent survenir. Tout ce qui est de l'ordre de la charge mentale, puisque la nôtre est beaucoup plus sensible aux moindres informations. Des consignes peu claires, de la fatigue latente ou de l'anxiété vont venir impacter le TDAH. Et tout ce qui est stimulation, donc s'il y a une surcharge sensorielle ou un désintérêt ou par exemple des répétitions dans un cours à suivre, là tout de suite je vais décrocher. Voilà. Alors en fait, du coup, ces facteurs environnementaux, alors là, j'ai juste fait une diapo pour reprendre un petit peu les choses. En fait, c'est un modèle qui est très connu en psychiatrie qui s'appelle le modèle stress-vulnérabilité. En fait, ce que nous a expliqué Lucille, c'est qu'elle voilà, elle est plus sensible à certaines choses, notamment au stress, à certains changements, à certaines stimulations sensorielles. Et donc, en fait, quand on a un TDAH, mais c'est un petit peu aussi quand on a n'importe quelle vulnérabilité autre, hein, ça peut être aussi des personnes anxieuses ou en fait, par exemple, un déménagement, la perte d'un proche, des problèmes financiers, une perte d'emploi, ça peut être des facteurs ça, de vie qui peuvent impacter négativement le TDAH et aussi des fois être l'occasion de développer une comorbidité comme une dépression, où il y a aussi tous les facteurs environnementaux. C'est sûr que si vous êtes TDAH et qu'on vous met à côté d'une machine à café dans un bureau et un open space, vous risquez d'être en difficulté. Donc vraiment, c'est un ensemble de choses et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'avoir cette vision multifactorielle qui va aussi permettre d'avoir plusieurs abords pour essayer de voir comment diminuer les choses. Donc, ce modèle stress-vulnérabilité, il peut s'illustrer par plusieurs façons. Moi, j'avais trouvé ça intéressant, le saut de stress, en fait, c'est un modèle où en fait, vous avez un saut qui, du coup, fait une taille et qui est résistant en fonction de votre vulnérabilité. Si par exemple, vous avez un TDAH, voilà, on va dire que votre saut par rapport à quelqu'un qui n'a pas de TDAH, il aura tendance à être un petit peu plus réduit ou avoir tendance à être plus
enfin, plus fragiles. Et donc, par exemple, il y a le stress des examens, des problèmes financiers, vous avez passé une mauvaise nuit parce que vous avez un enfant en bas âge. Et en fait, tout ça, ça va remplir ce seau. Et en fait, pour essayer de diminuer le niveau de stress, qui est le niveau de remplissage du seau, vous pouvez avoir des stratégies d'adaptation comme, je ne sais pas, vous relaxer, faire du sport, avoir une alimentation équilibrée, etc. Donc ça va permettre l'évacuation d'un peu de stress de manière positive. Par contre, c'est vrai que quand le niveau de stress devient trop important, en fait, vous êtes un petit peu dans l'urgence, vous faites des stratégies d'adaptation, mais qui sont peu aidantes et peu rentables, et du coup, vous allez re-remplir votre seau parce qu'il y a un phénomène de reflux. Donc, en fait, c'est des stratégies qui, à court terme, vont vous permettre de, entre guillemets, survivre, mais à côté, ça va rajouter du stress. Donc, ça peut amener à un épuisement, en fait. Et donc, les personnes qui ont un TDAH, ils peuvent facilement partir un petit peu en épuisement s'ils ne connaissent pas bien leur fonctionnement quand ils sont dans des circonstances défavorables. Ce qui va nous amener aux comorbidités possibles. Et je laisse Lucille présenter. Donc, je présente les troubles associés. Donc, pour ma part, c'est le trouble anxieux généralisé qui est présent depuis toujours un peu. Donc, forcément, quand l'anxiété est là, ça renforce les difficultés d'attention et les rapports sociaux. Ça augmente les réponses que je peux avoir qui sont inappropriées de façon encore plus impulsive. Et ça augmente l'hyperactivité parce que je vais avoir de l'agitation anxieuse en plus de mon hyperactivité. Alors, avant de diagnostiquer TDAH, j'ai eu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. C'est quelque chose que j'ai du mal encore à évaluer par rapport au TDAH. Donc, j'ai rapproché les 3 critères. Donc, la difficulté de théorie de l'esprit, pour moi, qui renforcerait l'inattention. Les intérêts spécifiques qui reviennent de façon cyclique et qui renforcent les moments d'hyperfocalisation. Et les difficultés à gérer les imprévus qui est renforcée par l'inflexibilité mentale TDAH. Voilà. Et moi, je vais me permettre de rajouter en fait au témoignage de Lucille que dans les symptômes qu'elle a présentés en fait aux différents âges de sa vie, moi en tant que psychiatre qui est formée au TSA et au TDAH, ce qui est intéressant, c'est que quand on cherche l'un et qu'on a l'habitude de l'autre, on peut facilement chercher les deux en même temps. Notamment, il y a des études qui montrent que certains symptômes dans le TDAH doivent nous faire penser qu'il y a peut-être un TSA associé. Enfin, il y a peu d'études et vice-versa. Parce qu'on sait qu'en fait, tous les troubles du neurodéveloppement, ils ont tendance à s'associer en fait. Donc, c'est un neurodéveloppement qui est atypique et du coup, on peut avoir des troubles des apprentissages, dyslexie, dyspraxie, multidys, des TSA. Et des fois, la différence, la frontière entre les deux est difficile à trouver, d'autant plus chez les femmes où je vous dis que ça soit dans le TSA ou dans le TDAH, il y a souvent des symptômes qui sont plus internalisés et du coup, autant vous dire que c'est beaucoup plus discret. Après, dans le TDAH, alors là, c'est surtout une présentation orale, mais le TDAH, il est vraiment connu pour être associé souvent à des troubles d'usage des substances. Donc, ça va être un risque accru. Donc, le rapport des cotes, c'est en fait l'augmentation, si vous voulez, du risque. Les personnes qui ont un TDAH, ils vont être beaucoup plus fréquemment consommateurs de substances psychoactives, de drogues. Alors après, ce n'est pas une généralité, mais il y a aussi toutes les addictions comportementales qui restent encore aujourd'hui, qui sont étudiées, mais c'est assez récent. Hein, les addictions comportementales, c'est des addictions sans substance la plupart du temps. Ça peut être le sport, des addictions type achat compulsif. En fait, c'est des troubles des impulsions en fait, de la régulation du comportement. Aussi les troubles du comportement alimentaire type boulimie ou binge eating, en fait, ça peut aussi s'associer souvent au TDAH par l'impulsivité et la régulation des émotions qui est compliquée. Il va y avoir aussi une prévalence très importante des troubles anxieux. C'est à peu près 50% des TDAH qui vont avoir un trouble anxieux dans leur vie. La dépression, elle est aussi plus fréquente qu'en population en général parce qu'on est environ à 40% de troubles de l'humeur. Donc, troubles de l'humeur, c'est à la fois les TDAH, les troubles dépressifs et à la fois la maladie bipolaire. Donc, la maladie bipolaire, c'est vrai qu'il y a un surrisque dans le TDAH parce qu'il y a des personnes qui présentent un TDAH dans l'enfance qui va évoluer vers une maladie bipolaire en augmentant les difficultés de régulation émotionnelle. Voilà. Mais en gros, si on peut retenir quelque chose, c'est vraiment ce trouble de contrôle des impulsions.
Alors, Lucie, je te laisse présenter ton traitement. Donc, concernant le début de mon traitement par méthylphénidate, la première étape, ça a été de mettre de la Ritaline en libération immédiate. Les effets ont été assez spectaculaires dès le début, mais au bout d'un mois, il y a de l'anxiété qui est venue un peu gâcher le tableau. Donc, avec mon neurologue, on a décidé d'ajouter de la paroxétine. C'est un antidépresseur spécialisé dans les troubles anxieux généralisés. Donc, ça s'est amélioré, mais ce n'était pas parfait parce que la libération immédiate, elle fait des variations au cours de la journée qui sont assez désagréables. On est ensuite passé sur de la Ritaline en libération prolongée, mais là, j'ai eu trop d'effets secondaires. Je m'endormais la moitié de la journée. Et ensuite, donc, on est passé à la formulation du Concerta avec la paroxétine. Et là, c'était parfait. Alors, donc du coup, pour la médication, moi, quand j'ai revu a posteriori ce que m'a dit Lucille, alors je me suis dit qu'en effet, ce qui s'est passé, alors on va se remettre sur sa médication, en fait, quand elle a eu la Ritaline à libération immédiate, il s'est passé qu'en fait, elle avait certainement un trouble anxieux généralisé sous-jacent, mais qui n'avait pas été traité. Et c'est vrai qu'en fait, là, vous allez voir, sur ce petit diagramme, alors qui est repris des publications, en fait, en anglais, mais en gros, on se pose la question, quand on identifie un TDAH, on se pose la question, est-ce qu'il y a une comorbidité? Et la comorbidité, la plupart du temps, il faudra la traiter avant. En fait, donc le trouble anxieux généralisé, idéalement, ça aurait été l'idée de mettre la paroxétine ou un autre antidépresseur indiqué pour le trouble anxieux généralisé à Lucille, et ensuite voir pour le traitement du TDAH. Donc le traitement du TDAH, là ici on va parler surtout du méthylphénidate parce que c'est le principal, mais il y en a aussi des non-stimulants. En France, il n'y a pas forcément tous. Mais en fait, du coup, le traitement stimulant par méthylphénidate, donc on va avoir des formes à libération immédiate. Donc c'est la Ritaline LI dont a bénéficié Lucille. Voilà, c'est l'équivalent aussi du Medikinet à libération immédiate. Donc vous voyez, ça monte très vite et ça redescend très vite. Donc en fait, aujourd'hui, ce médicament, il n'a pas l'AMM dans le TDAH. Il est plutôt prescrit pour la narcolepsie. Après, des fois, il peut être intéressant chez certains patients, notamment voilà, des patients avec vraiment des profils très atypiques, des maladies rares, voilà. Mais en tout cas, la libération immédiate, ça a vraiment cet effet on-off. Donc d'un côté, c'est sécuritaire, mais les montagnes russes comme ça, pour équilibrer, c'est très compliqué. Après, vous avez aussi des formes avec libération prolongée ou modifiée. Donc en fait, c'est des formes qui vont plutôt durer 7-8 heures et qui vont voilà, diminuer d'efficacité dans la journée. Alors, il y a des études qui montrent que chez les femmes, notamment, surtout quand il y a un TSA associé, il est plus intéressant de faire 2 prises en fait, dans la journée, une prise le matin et une prise en début d'après-midi. Le Concerta, qu'a eu du coup Lucille à la fin, en fait, l'avantage, c'est qu'il dure plus longtemps. Parce qu'en fait, Lucille, elle m'avait expliqué qu'elle prenait un moment de la Ritaline LP matin et en début d'après-midi ou le midi. Et en fait, elle trouvait que il y avait une efficacité qui était vraiment très inconstante et très inconfortable pour elle, alors qu'avec le Concerta, qu'elle prend toujours en 2 prises. Alors ça, c'est assez original, mais pour le coup, ça lui convient bien. Et donc là, ce qui est essentiel de voir, c'est que la Ritaline, le méthylphénidate, c'est la forme libération prolongée et libération immédiate. Donc dans ce petit tableau, ça résume un petit peu les profils des différentes molécules. Donc il faut adapter aux patients et aux traitements, aux autres traitements qu'il peut avoir et à ses troubles. Alors, je te laisse parler. Oui. Donc, les avantages de la médication, pour moi, au niveau de l'inattention, c'est que ça y est, enfin, j'ai une concentration qui est simple et efficace. Au niveau de l'impulsivité, j'ai une inhibition qui me semble fonctionnelle. Et en termes d'hyperactivité, je marche lentement maintenant, je suis calme. Et du coup, je reste stable durant la journée, ce qui est plutôt agréable pour moi et pour les autres aussi. Donc, au global, c'est la sphère sociale, la sphère professionnelle et personnelle qui ont été vraiment grandement améliorées. Voilà, donc moi, en tant que médecin, ce que je pourrais dire des bénéfices et des risques du méthylphénidate, parce que c'est vrai que c'est un médicament qu'on a peu l'habitude, nous, psychiatres et même les neurologues en France. Comme je vous dis, l'AMM n'est passé que cette année. Avant, ce n'était pas remboursé et du coup, pas non plus validé en France de le prescrire chez l'adulte. Et donc, en fait, au niveau des risques, on va commencer par le mauvais côté, les risques cardiovasculaires. Donc, finalement, c'est plutôt rassurant. Il n'y a pas d'augmentation de mort prématurée
prématurée de risque cardiovasculaire. Donc, pas d'augmentation non plus de mort par infarctus. Le pouls, en fait, il va augmenter en moyenne d'à peu près 5 battements par minute, ce qui reste très, très négligeable par rapport à un groupe contrôle. Et la pression artérielle aussi, ça va être minime. Alors, il y aura moins de 2% des personnes qui vont avoir un électrocardiogramme de modifié. Alors ça, c'est sur une population qui n'a pas d'antécédent cardiaque. C'est pour ça qu'il est très important de faire un bilan cardiaque chez les personnes qui ont un TDAH. Pour les enfants, en fait, on va se poser aussi la question de la croissance. Parce que c'est vrai que le méthylphénidate, ça a tendance à réduire l'appétit. Et donc, ça peut impacter la courbe de croissance. Donc, il y a des études qui ont montré que ça a diminué la prise de centimètres de 1 cm les 3 premières années. Par contre, après, il y a d'autres études qui ont montré qu'une fois qu'on avait arrêté le traitement, un petit peu à distance, il n'y avait pas vraiment d'impact à l'âge adulte. Donc, en gros, les études sont un petit peu mitigées, mais maximum, il y aurait une perte de 4 cm, grand maximum sur certaines études. Par contre, c'est un médicament qui est strictement contre-indiqué durant la grossesse. Alors bon, c'est vrai que si une femme prend du méthylphénidate et elle se rend compte qu'elle est enceinte, bien sûr, voilà, son médecin va l'accompagner pour l'arrêter. Mais ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'il n'y a pas non plus un risque très important d'avoir un enfant avec une malformation. Et il faut dire que ces études qui retrouvent 0,01% de risque augmenté d'avoir une malformation majeure, en fait, c'est des études qui portent un certain nombre de facteurs de confusion. Et il y aurait un petit peu plus de césarienne chez ces femmes. Mais aujourd'hui, on ne prescrit pas chez les femmes enceintes. En France, c'est contre-indiqué. Donc voilà. Par contre, on va voir qu'il y aura une diminution drastique des traumatismes, des accidents de véhicules motorisés, des abus de substances, des actes criminels. Et ça, c'est une étude qui est très intéressante parce que chaque personne est son propre contrôle. Donc ça veut dire que c'est une personne, on va regarder quand elle prend son traitement, comment ça se passe, quand elle ne le prend pas, comment ça se passe. Il y a aussi une amélioration du fonctionnement académique. Donc en effet, c'est quand même une amélioration de la qualité de vie drastique. La taille de l'effet du méthylphénidate, elle est supérieure à la plupart des psychotropes. C'est un des médicaments en psychiatrie qui fonctionne le mieux. Et ça va diminuer drastiquement les risques neuropsychiatriques, donc de dépression, d'idées suicidaires, de passage à l'acte suicidaire, d'épisodes maniaques, si la personne est traitée aussi pour son trouble bipolaire, parce que voilà, s'il n'y a pas de traitement régulateur de l'humeur associé, ça risque de faire décompenser la personne. Donc, il faut toujours traiter le trouble comorbide avant. Et ça va aussi être associé à une diminution du risque de crise d'épilepsie. Et par contre, pour contrer un peu quelques fausses croyances qui sont des fois véhiculées, ça ne va pas augmenter le risque de psychose en tant que tel. Voilà, donc moi, c'était les éléments, les principaux éléments. Après, sur le risque d'addiction aux médicaments, moi, j'ai envie de vous dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études là-dessus et ce n'est pas un risque qui est si important que ça parce que clairement, quelqu'un qui veut prendre une drogue psychostimulante ne va pas forcément prendre du méthylphénidate. Clairement, c'est pas un mésusage très, très important et très, très risqué versus son utilisation thérapeutique. Voilà, en tout cas, nous, on fait bien attention. La prescription est sous réserve d'un bilan avec un médecin formé. Ça peut être aujourd'hui n'importe quel neurologue ou psychiatre qui est formé au diagnostic. Alors, donc du coup, je te redonne la parole, Lucille. Donc après 1 an, le bilan du traitement, c'est qu'il a toujours autant d'efficacité, malgré que j'ai fait extrêmement peu de pauses. J'ai une bien meilleure appréhension de mes besoins, du coup je peux aussi aménager mon environnement. J'ai eu des effets indésirables juste au début, j'ai eu une perte de poids légère et finalement ça s'est stabilisé. Au long terme, ce que j'ambitionne, c'est de continuer le traitement si je peux, tant que je le peux, et de démarrer une TCC, donc une thérapie cognitive et comportementale pour la gestion des émotions. Voilà. Donc, par rapport au traitement, alors Lucille, ce qui est intéressant, c'est que le traitement, il a toujours autant d'efficacité. Chez certaines personnes, au bout de beaucoup d'années, ou des fois, il peut avoir une perte d'efficacité. Ça nécessite souvent de réévaluer quel médicament, quelle molécule, comment, et puis revoir s'il y a des comorbidités. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Lucille, elle n'a pas fait que le médicament, elle démarre une TCC, et pour la gestion des émotions. Alors, il y a certaines personnes qui pourraient se dire pourquoi on n'a pas commencé par la TCC
TCC. Alors, il a été montré dans les études que souvent, pour l'âge adulte, c'est plus intéressant de commencer par la médication parce qu'en fait, du coup, ça va la rendre plus disponible aussi pour cette TCC. Parce qu'en fait, le TDAH, il a un peu de mal à s'organiser, il évite, voilà, comme je vous dis, le seau, il déborde souvent. Et en fait, le fait qu'elle ait le médicament, ça va lui permettre aussi d'être plus accessible à des stratégies non médicamenteuses et peut-être des fois pas prendre son traitement. Parce que l'avantage de ce traitement, c'est qu'elle peut l'arrêter, si elle n'a pas envie de le prendre un week-end, elle peut l'arrêter et il n'y a aucun problème à le prendre que certains jours, par exemple. Moi, j'ai des patients qui en prennent que quand ils conduisent ou quand ils ont des activités qui nécessitent beaucoup de concentration. Puis quand ils vont à leur cours de peinture, ils ne le prennent pas. Parce qu'en effet, ça diminue aussi le côté un petit peu pensée, créatif, penser un petit peu qui s'égare, un peu rêveux. Et il y a des personnes qui apprécient aussi faire des arrêts de traitement réguliers. Alors, donc là, on va passer aux questions. Et puis, on vous avait mis des petites ressources. Alors, c'est qu'une partie des ressources, mais vous avez les liens qui restent disponibles. Alors, merci beaucoup, Lucille et Elodie. Je pense qu'on peut tous apprécier la clarté de votre exposé à deux voix. Et vous avez remporté le challenge de tenir parfaitement en 40 minutes. Donc, vraiment, je vous félicite. C'était vraiment très intéressant. Alors, on a quelques questions dans le chat qui ont commencé à être posées. Alors, la première question de Agathe qui demande s'il y a des risques de dépendance à la médication. Alors, il peut avoir des risques, mais pour le coup, c'est vrai que les risques, ils sont surtout présents en fait avec les amphétamines. Et les amphétamines, elles sont pas l'AMM en France. Avec le méthylphénidate, les risques, ils sont vraiment très, très peu importants. En fait, les risques, c'est surtout le mésusage par des personnes qui n'ont pas de TDAH. Mais clairement, je pense que Lucille, tu pourrais témoigner. Je pense qu'il est important de comprendre qu'une personne qui a un TDAH, quand elle va prendre le traitement, généralement, ça va l'apaiser. Si elle n'a pas de comorbidité, parce que si elle a un trouble anxieux et qu'il n'est pas stabilisé, ça peut l'angoisser et l'agiter. Mais sinon, ça va avoir tendance plutôt à l'apaiser. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment récréatif, le médicament par méthylphénidate. Ça va juste permettre d'avoir un meilleur contrôle en fait sur les activités et mieux s'organiser. Alors, il y a effectivement d'autres personnes qui témoignent dans le chat qu'effectivement, il n'y a pas de dépendance et que ça leur arrive même d'oublier le traitement. C'est vrai. Il n'y a pas de dépendance. Et il y a un risque d'arrêt assez important quand même, notamment à l'adolescence, tout ça. Donc, je pense que ça répond aussi bien à la question. Ensuite, on a Isabelle qui demande si le traitement peut être arrêté chez l'enfant pendant les vacances. Alors oui, alors ça doit vraiment être une discussion qui se fait avec le neuropédiatre, le psychiatre, parce que arrêter pendant les vacances, ça peut être bien pour surtout des enfants qui auraient du mal à manger, un retard statutoro-pondéral. Mais moi, j'ai vu aussi des situations où en fait, c'est des enfants qui ont des feedbacks très négatifs de leur environnement au quotidien, parce qu'ils sont très symptomatiques. Et en fait, du coup, si ça se passe bien à l'école, ils ont des bonnes notes, mais à la maison, si ça met des tensions avec toute la famille, parce que ils oublient tout, il faut tout le temps être derrière eux et que dans la fratrie c'est compliqué parce qu'à cette impulsivité en fait ça peut être une grosse source de souffrance. Donc je pense qu'il faut vraiment poser les bénéfices, les risques et après arrêter sur toute la période de vacances. Ça peut peut-être aussi se discuter certains jours où on prend le traitement, certains jours où on le prend pas, pourquoi on le prend à certains moments et pas à d'autres. Et puis il y a aussi l'investissement en toutes les stratégies non médicamenteuses comme le tableau des récompenses ou d'autres choses qui peuvent aider de manière non médicamenteuse à pallier. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment une discussion qu'il faut avoir avec l'ensemble des éléments. C'est personnalisé, en fait. Ensuite, on a une autre question qui interroge le café. TDAH, est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'au contraire, c'est déconseillé? Qu'est-ce que tu aurais à nous dire à ce sujet, Élodie? Et éventuellement, Lucille, sur l'utilisation du café dans le quotidien. Lucille, dis-moi peut-être dis-nous si tu as déjà pratiqué la caféine intensive. Intensive, non, mais clairement, ça a de très mauvais effets. En tout cas, pour moi, ça augmente le pouls. C'est très désagréable comme sensation. Je ne le recommande pas.
Moi, ça me fait rebondir sur le fait qu'en fait, la caféine, ça peut être une bonne automédication, entre guillemets, sur du court terme. Par exemple, on a un TDAH, on prend la voiture, on a des petits problèmes attentionnels, et ben en fait, ça va permettre un peu de compenser. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, si vous prenez du café tout le temps, que vous avez un trouble anxieux généralisé, bah, clairement, vous allez avoir des palpitations, vous allez avoir d'autres effets secondaires du café. Et puis surtout, au niveau du sommeil, vous savez que si vous ne voulez pas impacter votre sommeil avec votre consommation de café, en vrai, il faudrait arrêter vers 13-14 heures, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, la stratégie, elle n'est pas valable dans le temps. Donc, c'est vraiment important voilà, de discuter avec voilà, un médecin. Et puis, la caféine à haute dose, ça augmente le risque cardiovasculaire. Donc, c'est important de le savoir aussi. Ce n'est pas à banaliser non plus, parce que peut-être en fait, qu'un accompagnement approprié est mieux que trop de caféine. Alors, on a Sandrine qui pose une question délicate, je trouve. Donc, Sandrine nous explique que sa fille a été diagnostiquée TDAH, qu'elle manifeste de l'impulsivité, de l'agressivité, mais qu'elle refuse complètement le traitement. Que faire? Quels peuvent être nos conseils? Peut-être que Lucille, votre avis sur cette situation délicate qu'on rencontre avec certains jeunes? J'aurais pas d'avis, je pense, très pertinent. Je pense qu'il faut juste attendre que la personne soit prête, sans forcer les choses pour pas la braquer, effectivement. Mais voilà. Ouais, moi aussi, je serais à dire que bah, peut-être ça peut être intéressant de s'aider de pères aidants ou de personnes voilà, concernées pour lire un peu les témoignages, pouvoir en discuter avec des personnes concernées et, voilà, qui sont pas, où il n'y a pas les enjeux de prescription derrière. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir le choix, en fait. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai déjà eu des étudiants qui étaient venus me voir et qui avaient des parents qui avaient peur de la médication quand ils étaient plus jeunes. Et en fait, notamment, je me souviens d'une étudiante en psychologie, elle disait que quand elle a eu le traitement pour le TDAH qui était diagnostiqué depuis la petite enfance, et ça a changé son quotidien pour les études supérieures. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a des personnes qui arrivent quand même à aller aux études supérieures, mais souvent, c'est au prix de beaucoup d'efforts. Donc, je pense qu'il faut vraiment, voilà, je pense qu'il faut du temps et puis il ne faut pas hésiter à multiplier un peu les intervenants, les sources. Et après, c'est un choix aussi personnel. Je pense que faut respecter les adolescents, ils ont aussi besoin voilà, de prendre leur temps, de bien comprendre les choses, parce que sinon ça ne marche pas, je pense. Je pense qu'effectivement, la discussion avec un père aidant est particulièrement importante et intéressante parce que le partage du savoir expérientiel, ça peut convaincre beaucoup plus que la parole médicale qui peut être vécue comme un peu verticale. On a une autre question. Quels sont les professionnels qui peuvent faire un diagnostic chez l'adulte? Alors, chez l'adulte, en fait, on peut avoir un diagnostic de posé avec un psychiatre, avec un neurologue. Après, il y a d'autres médecins qui peuvent se former au diagnostic. Après, ils ne pourront pas mettre en place la médication directement. Ça arrive aussi très fréquemment qu'une psychologue ou un autre corps de métier suspecte le diagnostic. Alors, il faut savoir que le TDAH, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'un bilan neuropsychologique pour le diagnostiquer. Et notamment, en fait, des fois, on peut faire des bilans attentionnels à des personnes qui ont un TDAH et qu'ils aient des résultats dans la norme. C'est normal. Si je vous fais un test de QI demain, peut-être vous allez être motivé parce que vous n'avez pas envie d'avoir un mauvais résultat aussi. Et il y a des enjeux derrière. C'est pas pareil que si demain vous avez plein de tâches à faire, que vous travaillez, je ne sais pas, comme caissière et qu'il y a tout le bruit des bips. Et en plus, quand on a un TSA comme Lucie, c'est encore plus important. Après, je précise quand même aussi que dans le TDAH, il peut y avoir aussi des particularités sensorielles. Donc en fait, des fois, ça peut être parce que ça ne va pas au travail, parce que le professeur, il se pose des questions pour un enfant. Après, au niveau des professionnels, moi, je dirais le médecin généraliste, ça serait bien qu'il soit un petit peu formé pour le dépistage. Je pense qu'il y a certains médecins généralistes qui savent orienter les patients qui présentent des symptômes. Après, je dirais que c'est des fois les psychologues ou les neuropsychologues, mais ça peut être aussi un psychomote. Voilà, des personnes qui connaissent un peu le TDAH peuvent amener la personne vers un psychiatre ou un neurologue pour faire le diagnostic et mettre en place le traitement. Ça n'a plus de nécessité d'une première prescription hospitalière. C'est juste un spécialiste et après, ça peut être renouvelé par le médecin traitant pendant 1 an sans souci. Une autre question, Élodie. Comment est-ce qu'on peut aider une personne qui a un
un trouble déficitaire de l'attention, mais sans hyperactivité. Alors, après, ce qui est intéressant, l'hyperactivité, c'est que des fois, elle n'est pas physique, des fois, elle peut être mentale. Et ça, c'est important aussi, parce que des fois, il y a des personnes qui ne vont pas sembler du tout hyperactives physiquement et qui peuvent avoir une hyperactivité mentale. Ça peut se manifester aussi par des difficultés de sommeil, du mal à s'endormir pour déconnecter. Enfin, voilà, il peut y avoir d'autres symptômes. Et sinon, pour aider la personne, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est, je ne sais pas, après, ça dépend du contexte, si c'est au travail, si c'est à la maison, ça serait limiter les distracteurs, favoriser une procédure claire et identifiée avec des priorités en fait, et l'aider à structurer le temps. Notamment, je ne sais pas, Lucille, tu as peut-être des idées, mais un time timer, ça peut aider. Un time timer, en fait, c'est ça. Avec Lucille, on en avait mis en place pour pas traîner sur le temps. Alors là, je l'avais peut-être remis un peu trop après notre présentation. Mais en fait, ça va permettre une vision visuelle du temps. Et en fait, ça permet à la personne TDAH de mieux mesurer le temps qui passe. Parce que dans le TDAH, ça a été montré, il y a souvent une perception erronée du temps. Après, c'est un petit peu, des fois, en lien aussi avec les intérêts où il y a un hyper-focus. Et donc, le temps, il s'arrête un peu quand vous aimez quelque chose. Et puis, des fois, il s'allonge. Et ce time timer, des fois, peut être une ressource. Après, il y a aussi, au niveau sensoriel, s'isoler. Si vous êtes dans un open space à côté de la machine à café, mettre un casque. En fait, il y a plusieurs stratégies. Et puis, aussi peut-être travailler des affichages ou des petits mémos, des choses, et puis mettre en place des routines. Voilà, par exemple, si vous oubliez vos clés tous les jours, si vous les mettez tout le temps au même endroit, devant la porte, ou vous les laissez sur la porte, vous les oublierez moins souvent. En fait, c'est des petits trucs au quotidien, et je suis sûre que Lucille en a plus que moi. Ensuite, une question autour des liens qui sont assez médiatisés entre TDAH et haut potentiel intellectuel. Alors, moi, ma réponse sur le haut potentiel intellectuel, ça serait de dire que, en fait, les personnes qui ont un diagnostic de de haut potentiel intellectuel, généralement, moi, je trouve que quand on cherche, on trouve toujours une comorbidité. En fait, alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais haut potentiel intellectuel, aujourd'hui, dans notre DSM-5, qui est le livre qui est utilisé en recherche, mais aussi en clinique pour diagnostiquer les maladies et faire les études, il n'y a pas de haut potentiel intellectuel. Donc, il y a des personnes qui ont des très bonnes compétences intellectuelles, mais moi, en tout cas, je fais partie des gens qui disent que, en effet, quand on va voir un psychiatre et qu'on a un haut potentiel intellectuel, c'est souvent qu'il y a des difficultés autres. Après, le TDAH, c'est des fois peut-être ce qui fait que le haut potentiel intellectuel vient chez le psychiatre. Voilà. Sachant que globalement, dans les troubles du neurodéveloppement et dans les affections psychiatriques, le fait d'avoir un haut potentiel intellectuel est tout de même associé à une meilleure évolution. Oui. Et pour ça, je vous incite à lire les publications de Franck Ramu, qui a pas mal publié sur la question du haut potentiel intellectuel et ses comorbidités développementales et psychiatriques, et qui fait bien le point sur cette question. C'est vrai. Ensuite, une autre question sur les symptômes précoces du TDAH avant l'âge de 7 ans, par exemple. Alors, en fait, moi, je dirais que c'est le plus souvent, ça va être des troubles des fois psychomoteurs qui peuvent être genre une maladresse, des petites inattentions. Ça peut être aussi des troubles du sommeil. Alors ça, c'est assez fréquent. Et d'ailleurs, quand on diagnostique un TDAH, il faut aussi explorer le sommeil. Alors, pas forcément faire une polysomnographie, mais c'est vrai qu'en fait, les personnes TDAH, des fois, vont avoir du mal à s'endormir parce que ils ont plein d'idées. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Voilà, donc ils ont ces pensées qui ont du mal à s'arrêter, donc c'est l'hyperactivité mentale, ce qui n'est pas forcément un trouble du sommeil en tant que tel. Et il y a des personnes, des fois, qui vont avoir des troubles du sommeil. Moi, chez les enfants, je vous dirais que c'est des symptômes un peu... les enfants de moins de 5 ans, ça va être du coup cette impulsivité, cette difficulté pour réguler les émotions, des enfants qui pleurent beaucoup, qui ont du mal à dormir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne pose pas le diagnostic aussi jeune. Voilà, en fait, c'est des symptômes qui vont être assez peu spécifiques au TDAH, en tout cas, moi, de ce que j'en ai lu. Après, il y a peut-être d'autres symptômes que le professeur Demy pourrait vous dire sur une population plus jeune, mais j'ai pas... Alors, effectivement, chez les très jeunes, c'est assez difficile à diagnostiquer.
avant l'âge de 3-4 ans, c'est assez difficile à diagnostiquer parce que les fonctions intentionnelles ne sont pas matures chez le petit et il y a une relative instabilité. À partir de 3-4 ans, effectivement, on commence à voir émerger la symptomatologie associant effectivement la dysrégulation émotionnelle avec des enfants qui ont des émotions parfois difficiles à canaliser, avec une instabilité et un retentissement scolaire. Je crois qu'on traite essentiellement, ou on prend en charge chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte, essentiellement le retentissement fonctionnel. Il y a des personnes qui vivent très bien avec un TDAH, qui sont inattentives, peu concentrées, mais qui ont développé des stratégies alternatives et qui vivent bien avec. Il n'y a pas forcément d'indication de traiter. On traite à partir du moment où la personne exprime une souffrance dans son quotidien et où le TDAH mal ou peu compensé vient rendre plus péjorative l'insertion sociale, professionnelle et familiale. Mais si tout va bien, et on connaît toutes et tous des personnes inattentives et un petit peu hyperactives, s'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'indication à un traitement. La question aussi du bilan cognitif, où doit-il être réalisé et quels sont les neuropsychologues à qui on peut s'adresser? Alors, il n'y a pas forcément besoin d'un bilan avec une neuropsychologue. En fait, le diagnostic en France ou même à l'international, il repose surtout sur une échelle clinique standardisée. Donc, en fait, c'est une échelle où on va vous poser des questions sur votre enfance, sur l'âge adulte, sur les différentes catégories de symptômes avec des exemples. Mais on va aussi vous demander des exemples. On peut aussi, normalement, pour cette échelle, ça peut être bien d'avoir un proche qui vous a connu dans l'enfance. Alors après, bien sûr, on s'arrange parce que chez l'adulte, selon l'âge, ce n'est pas toujours facile. Mais en tout cas, on va essayer de faire une petite enquête sur votre enfance, sur certains symptômes. On va essayer de retrouver des symptômes. Et d'un autre côté, les symptômes à l'âge adulte. Et moi, souvent, j'invite le conjoint, le colocataire à donner son avis. Et des fois, ça peut être bien d'avoir un petit regard extérieur. Et cette échelle-là, des fois, elle peut être passée par des neuropsychologues, notamment dans des centres comme le SUAL, mais généralement, c'est assez rare que les neuropsychologues la passent. Après, une neuropsychologue qui est formée au diagnostic, elle peut repérer même... moi, j'ai déjà des cliniciennes, des fois, en fait, des psychologues cliniciennes qui ont remarqué que les plaintes du patient lui faisaient penser à un TDAH et ils vous orientent du coup la patiente ou le patient parce que il voit qu'en effet, dans son quotidien, il rapporte quand même énormément de difficultés en lien avec l'organisation, l'impulsivité, la dysrégulation des émotions. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas un psychologue, une neuropsychologue spécifique. L'idée, ça va vraiment être de voir un médecin qui connaît le TDAH et qui pourra déjà faire une première exploration, même un médecin généraliste. Et il y a des échelles de dépistage qui peuvent être accessibles. Ensuite, on a des questions autour des autres façons de se traiter. Est-ce qu'il y a d'autres façons de traiter le TDAH que la prise en charge médicamenteuse? Et quid de l'efficacité des TCC de troisième génération comme la méditation de pleine conscience sur le TDAH? Alors ça, c'est une question intéressante. Alors en fait, oui, il y a plein d'accompagnements possibles pour le TDAH. La médication, ce n'est pas forcément nécessaire. Des fois, on peut se contenter de stratégies non médicamenteuses. Après, il faut bien avoir conscience en fait que les différentes approches non médicamenteuses vont avoir un impact ou un effet qui est moindre. Donc des fois, ça peut suffire à certaines personnes, mais ça ne va pas toujours suffire. Alors si par exemple pour les TCC, alors moi j'avais vu une étude en fait où il parlait de l'efficacité par exemple d'un médicament psychostimulant comme le méthylphénidate. Alors c'était l'ampleur de l'effet du traitement, c'était 0,9. Et par exemple, si on regarde le neurofeedback, donc, qui peut des fois être proposé, l'efficacité, l'ampleur de la taille d'effet, elle est de 0,3. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des ratios qui sont intéressants. Des fois, on peut associer les méthodes. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, la TCC, c'est vraiment peut-être la stratégie non médicamenteuse à recommander le plus. Donc, je pense que je n'ai pas le chiffre là sous l'œil, mais je dirais que la TCC, c'est plus efficace que le neurofeedback et que les autres accompagnements. Après, on peut avoir aussi chez l'enfant des stratégies éducatives. Je vous dis la méthode Barclay, par exemple, qui implique à la fois les parents et les
enfants et des stratégies un petit peu de psychoéducation peuvent être vraiment efficaces. Donc moi, je dirais, s'il y a 2 stratégies non médicamenteuses à axer, ça serait la TCC. Alors après, sur les différentes générations, là, je ne pourrais pas vous dire laquelle est plus efficace, mais en tout cas, la TCC et la psychoéducation, et si on peut, surtout chez les enfants et les adolescents, ou même chez l'adulte, quand on peut essayer d'impliquer un peu l'environnement de la personne, ça peut être bien de sensibiliser, même pour une personne qui est en couple, le conjoint. Et ça, il y a des livres aussi qui peuvent des fois être intéressants pour l'entourage, parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas toujours un groupe de psychoéducation qui est ouvert à tout le monde, mais moi, je dirais qu'il faut associer, en fait, c'est ça, selon les besoins de chaque personne, selon l'impact fonctionnel. C'est pas pareil, quelqu'un qui a des accidents de voiture à répétition parce qu'il est inattentif, voilà, c'est vraiment la forme caricaturale, ou si c'est quelqu'un qui a des difficultés un petit peu légères dans son quotidien, voilà, qui est un peu tête en l'air et bon, ça pose problème, je sais pas, dans son travail, ou voilà, donc moi je dirais que la clé, c'est certainement de combiner les choses, mais la TCC, c'est vraiment intéressant pour proposer des stratégies d'adaptation efficaces. Alors, on a une remarque et une question. Une question sur le traitement éventuel d'un trouble bipolaire associé au TDAH. Est-ce qu'on doit traiter le TDAH, traiter le trouble bipolaire? Comment se fait cette prise en charge médicale? Alors, moi, j'aurais tendance à dire, déjà, le trouble bipolaire, est-ce qu'il est bien stabilisé ou est-ce que vous venez juste de le diagnostiquer? Si en fait, vous découvrez le trouble bipolaire au décours d'une décompensation, il faut traiter la décompensation du trouble bipolaire, par exemple un épisode maniaque, et à distance de l'épisode, vous allez vous poser la question du méthylphénidate et du TDAH, parce que si la personne, elle est bipolaire en phase maniaque ou en phase dépressive, ça va être quand même compliqué de savoir si elle a un TDAH associé. Donc, l'idée, c'est de rendre la personne normothymique, on dit, donc ça veut dire qu'elle ait une humeur neutre. Et du coup, après, on pourra se poser la question du traitement par méthylphénidate après un bilan rigoureux. Par contre, moi, ce que j'aurais tendance à conseiller, mais c'est vrai qu'au niveau de la littérature, ça, j'ai pas vraiment d'informations précises là à vous donner, mais c'est vrai qu'on serait plutôt sur des régulateurs de l'humeur que des antipsychotiques. Donc, les régulateurs de l'humeur, ça peut être le lithium, ça peut être le lamictal. Bon, le lithium, l'avantage, c'est qu'il régule en haut et en bas, en fait, si le taux il est adapté. Mais c'est vrai qu'en fait, rien n'est incompatible avec le méthylphénidate. Même aujourd'hui, un patient schizophrène peut être par un psychiatre très, très, très aguerri, stabilisé aussi et traité pour un TDAH. Mais aujourd'hui, ce que je dirais, c'est on traite toutes les comorbidités. Et si c'est très compliqué, si la personne voilà, elle a des comorbidités comme, je ne sais pas, une anorexie, ou là, vous allez voir un spécialiste qui va vous aider et vous appuyer. Même des fois, on peut avoir voilà, des avis comme ça, soit une consultation, soit un avis via une RCP. Enfin, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide si vous sentez que la situation va être compliquée. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce webinaire. Je vous remercie encore une fois, Lucille et Élodie, pour la clarté de votre exposé et l'extrême clarté des réponses. Je pense que ça a été très précieux pour les personnes qui ont assisté à votre présentation. Et donc, je vous dis à bientôt.